Souvenons-nous, c'était en novembre 2017. Fraîchement élu, Emmanuel Macron allait au Burkina Faso, à l'université de Ouagadougou. Alerté sur les coupures d'électricité sur le campus, il choisit de ridiculiser son homologue, Roch-Marc Christian Caboret, qui se trouve à ses côtés. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Les analystes tensent alors l'arrogance du président d'une ancienne puissance coloniale, bien trop sûre d'elle. Vous êtes aujourd'hui à Kinshasa, dans un pays qui se prépare à une échéance électorale importante à la fin de l'année. Craignez-vous, comme un de vos ministres des Affaires étrangères a pu le formuler dans le passé, qu'il y ait de nouveaux compromis à l'africaine pour la prochaine élection à venir, comme cela avait été formulé lors de l'annonce de la victoire de M. Tshisekedi? Et toute petite question supplémentaire, Monsieur Macron, vous avez beaucoup insisté durant votre tournée sur la fin de la France-Afrique, excusez-moi. Est-ce que, à ce jour, on peut dire que la réalité impose peut-être de maintenir, de garder certaines pratiques du passé? Ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Voilà, merci. Ne croyez pas qu'il y a un double standard, ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect, ça n'est pas vrai, parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a plus, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Elle est l'appel à la raison et à la conscience universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Premier enjeu demain pour le président, c'est Dakar, le Sénégal. Dakar, oui, c'est l'endroit où la France a été le plus longtemps présente en Afrique. Et donc, dans ce Dakar, en 2007, un certain Nicolas Sarkozy avait prononcé une phrase qui, elle, entrait dans l'histoire. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Bon, c'est-à-dire, il a un retard, cet homme africain, et ça avait fait un électrochoc dans tout le continent et tous les cercles francophones et qui regardent le tiers-monde, etc. Donc, il est plus ou moins admis que le président Hollande va défaire cette phrase, même s'il s'en défend dans l'interview que vous voyez. Je ne suis pas allé à Dakar, où il va parler devant l'Assemblée nationale sénégalaise. Je ne suis pas allé à Dakar pour défaire la phrase de quelqu'un d'autre, mais c'est clairement ce qu'il va faire en parlant de développement de l'Afrique, chance pour l'Europe et d'une nouvelle relation entre la France et ces pays francophones-là qui serait autre chose que la France-Afrique de papa. François Hollande a dit il faut séparer le mot France du mot Afrique. Je veux d'ailleurs saluer la justice, la justesse et la hauteur des mots du président Macky Sall lors de la grande fête de la Tabaski il y a à peine quelques jours, appelant les Sénégalais avec force à rejeter ceux qui voudraient nous conduire à un conflit
de civilisation. Je crois profondément que l'homme africain est plus que jamais dans l'histoire et que notre avenir se joue profondément ici et ensemble. Monsieur François Mitterrand, nous n'avons pas compris comment des bandits, des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Vous ne pouvez pas, moi, écouter le président Sankara et puis faire un petit compliment aimable, puis rentrer et me coucher et dormir. Et c'est pas un homme, c'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Et non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il vous laisse pas la conscience tranquille. Bon, alors moi là-dessus, je suis comme lui, hein. Il faut qu'il sache que je suis comme lui. Et il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il va plus loin qu'il ne faut. Enfin, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. En tout cas, l'image est extraordinaire. On a Thomas Sankara qui donne une leçon de droits de l'homme à François Mitterrand, en lui disant « Nous sommes tous de l'international socialiste, mais vous, depuis que vous êtes président de la République, vous en avez trahi les valeurs. » Et il faut voir la suite de la séquence avec Mitterrand qui met une main un peu paternaliste sur l'épaule de Thomas Sankara et qui lui dit « Vous exagérez, vous êtes tranchant, etc. » Et puis il part furieux. Furieux. Et il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, mais quoi? Et la vérité... Je suis comme lui. Et il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Il y a 30 ans, mais 30 ans, c'est une génération qui s'en va. Une nouvelle génération a d'autres besoins, doit répondre à d'autres besoins. Le devoir, même s'il est le même, le devoir, change de forme. Et je comprends très bien que dans un pays comme celui-ci, on voit cette jeunesse s'affirmer, tout décider, quelquefois tenter de penser que les définitions idéologiques ou intellectuelles peuvent remplir les besoins de la réalité, mais qui ont un tel désir de bien faire, et aussi, je dois le dire, beaucoup d'intelligence des choses, qui fait que je respecte tout à fait ce qui se passe ici. Non seulement je le respecte, mais je souhaite l'aider. Je souhaite pouvoir y contribuer. Si on me demande ce que je n'ai pas, je ne donnerai pas. Mais si je peux donner ou faire donner une partie de ce que nous avons, si c'est juste, c'est raisonnable, pour vous aider à réussir, moi je n'ai pas à me mêler de votre politique intérieure. Si j'étais ce soir devant un autre chef d'État que le président Sankara, devant une autre équipe, s'il n'y avait pas eu de révolution, j'aurais sans doute pas eu à répondre à toutes les questions qu'il m'a posées. Mais la disposition de la France à l'aider serait la même. Mais retenez bien ce que je vous dis, ce n'est pas parce qu'il y a une équipe jeune, dérangeante, quelquefois un peu insolente, au verbe libre, ce n'est pas parce qu'elle est là que nous devons moins faire, nous retirer sur la pointe des pieds, c'est parce qu'elle est là qu'on doit se parler les yeux dans les yeux, en se disant nous vous estimons, vous représentez une chance pour votre peuple, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Et c'est le langage que je tiens pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Vous avez besoin de nous? Vous nous le direz. Vous n'avez pas besoin? Dans ce cas-là, on s'en passera. De Gaulle poursuit son odyssée. En Côte d'Ivoire, où Félix Houphouët-Boigny contrôle la vie politique, le général est fêté comme un libérateur. Les bains de foule se succèdent. Sans surprise, car depuis 10 ans, l'administration coloniale a neutralisé les opposants et placé des leaders politiques qui jouent la carte de la France. À Madagascar comme en Côte d'Ivoire,
De Gaulle n'a rien à craindre. Pense alors son entourage. Quand on voit les archives, on dit mais De Gaulle est vraiment aimé par ses populations, par ses colonisés. Mais je me demande si c'est pas, comment on appelle ça, le syndrome de Stockholm. Comme si finalement les Africains sont finalement tombés amoureux de leurs tortionnaires. Mais quand De Gaulle arrive en Guinée, rien ne se passe comme prévu. Lors de la réception, Sékou Touré, le leader guinéen, affiche sa fermeté. Nous avons un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Le général est humilié. Il vivra ces quelques mots comme un affront personnel. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Car la tournée se poursuit à Dakar, où des pancartes réclament l'indépendance immédiate. Pour la première fois, De Gaulle sort de ses gonds. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. Malgré ces incidents, à l'automne 1958, toute l'Afrique française se rallie à la communauté souhaitée par le général. Dans certains territoires, Paris a truqué les résultats et négocié si nécessaire avec les opposants. Seule la Guinée vote massivement non. Le 2 octobre 1958, elle devient la première colonie française d'Afrique subsaharienne. On ne peut pas être célébré dans l'espace public. On ne peut pas l'être. Mais quand vous en prenez à Charles de Gaulle, est-ce que vous ne poussez pas le bouchon un petit peu loin? Écoutez, moi je vois Charles de Gaulle avec mon regard d'africaine. Hein. Oui. Donc la France peut tout à fait décider de le considérer comme un héros. Ah oui, la France libre. Voilà, la France peut considérer. Oui, la France libre dont la capitale était Brazzaville peut tout à fait donc décider de le considérer comme un héros. Il n'en demeure pas moins qu'il est à l'origine d'un grand nombre de crimes aussi. Et c'est important de préciser à quels endroits la société est aujourd'hui divisée. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Comme d'autres alliés de Paris dans la région, le président Kaboré a été renversé par un coup d'État qui s'est suivi d'un autre. Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le coup d'État militaire au Burkina Faso. Le président a été renversé. Roch Marc Christian Kaboré aurait échappé à une tentative d'assassinat et retenu dans un lieu secret. Et désormais, c'est l'épidémie des putschs suivie de manifestations de soutien populaire, de drapeaux français brûlés et de drapeaux russes brandis. Attaque l'ambassade de France. Alors regardez bien ce qu'il y a sur les pancartes. Regardez bien les drapeaux des manifestants. C'est notre armée. Vive la Niger. Magali, jusqu'au drapeau russe accroché sur l'ambassade de France. En tous les cas, là, on voit bien qu'on est en train de changer de modèle et l'armée française en a quand même parfaitement conscience et est en train de travailler à revoir une autre forme de coopération avec la France. À chaque fois qu'on discute avec des militaires français qui réfléchissent à revoir cette présence française, on revoit notre doctrine, en fait. Est parfaitement envisagée. Chassés du Mali, chassés du Burkina Faso, les soldats français de l'opération Barkhane seront-ils virés du Niger ? Qui est clair. On va revenir bien sûr sur cette chronique d'un divorce annoncé entre la France et l'Afrique. L'éviction de la France d'une partie de l'Afrique enclenchée
Oui, effectivement. Bonjour Christophe. Ça fait déjà plusieurs années, même plusieurs décennies, que la présence militaire française dans ce pays, le Tchad, et de manière générale, dans cette région du Sahel, est remise en cause. C'est un tournant historique. C'est une décision mûrement réfléchie. Ce sont les mots du chef de la diplomatie tchadienne, quelques heures après une rencontre entre Jean-Noël Barrot et le président tchadien. Général, c'est la fin d'une histoire. Oui, c'est la fin d'une histoire. Alors le Tchad est un peu surprenant, mais à la limite, puisque de toute façon le président tchadien avait été reçu à Moscou en janvier dernier, semble-t-il. Voilà. Le deal était fait. Pas forcément. Ce qui est un peu dommage, c'est que nous avons un ministre des Affaires étrangères qui se rend dans ces pays-là et on apprend dans la foulée qu'on s'en va. Ou qu'on était expulsé selon les... C'est pour ça qu'on l'a fait dans cette chronologie-là. Vous aviez l'image, vous aviez la déclaration avant en disant tout va bien aller. Et à peine dans l'avion, le communiqué en disant la France dégage. Alors je ne suis pas sûr forcément que ce soit les Russes qui soient à la manœuvre ou les Chinois. Je dirais aussi que la politique française en Afrique méritait quand même d'être questionnée. Nous avons des grands principes, nous avons fait la morale à tout le monde. La morale ne fait ni l'économie ni la politique dans ces pays-là. Dès lors qu'on contestait peut-être aussi les régimes en place, qu'on se permettait de faire la leçon, peut-être aussi que ce comportement néocolonialiste peut-être... Au Tchad, on a moyennement fait la leçon quand même. Mais le Tchad, un cas particulier, pouvait indisposer forcément les dirigeants. D'un autre côté, est-ce qu'on avait encore quelque chose à y faire? Alors on est encore en Côte d'Ivoire, on est encore au Gabon pour l'instant, on est à Djibouti dont on ne parle pas, il y a quand même du monde. Maintenant, où sont nos intérêts? Toujours pareil. Quel était notre intérêt dans cette bande sahélienne? Je ne suis pas certain qu'on a eu un intérêt économique. On a peut-être un intérêt face à la migration, oui, sans aucun doute. L'Afrique pour la France, c'est 3% du budget, de la croissance, des marchés extérieurs. Donc la question est de savoir est-ce que c'est vraiment utile. Et puis nous avons quand même aussi en France un certain nombre de personnes qui, depuis des années, dans le cadre du Livre blanc, par exemple, qui cherchaient à pousser l'abandon des bases en Afrique. Tout ceci, c'est un chemin qui a fait quelque chose qui a fait son chemin. Donc maintenant, est-ce qu'avec des moyens limités militaires que nous avons, est-ce que notre priorité n'est pas plutôt le front de l'Est, je dirais en Europe, plutôt que l'Afrique, où finalement c'était peut-être un combat retardateur qui n'amenait plus grand-chose? A priori, dans votre analyse, vous venez, Général, de donner un élément de réponse. En gros, Emmanuel Macron sera-t-il contraint d'aller non pas réparer la climatisation, mais chercher ces militaires dont plus personne ne veut? Tout dépendra de l'issue du bras de fer qui se joue en ce moment à Niamey. Les alliés de Paris en Afrique de l'Ouest parviendront-ils à monter une opération militaire pour déloger les putschistes? Rien n'est moins sûr. De ce sujet et d'autres, nous parlerons dans cette nouvelle édition de notre bulletin d'info. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous pas vouloir, moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV.